Il y a 2 ans à Novabuild, quand on avait fait une conférence auprès des promoteurs immobiliers, de la Fédération des promoteurs immobiliers, sur les transitions digitales, il y avait la séquence Je comprends rien, où on repartait avec un mot nouveau chez vous et vous allez pouvoir en parler. C'était blockchain. Il y a 2 ans, on était vraiment dans l'inconnu. Aujourd'hui, la blockchain, ça reste. Je pense que dans la salle, si on faisait une interrogation, tout le monde a plus ou moins entendu parler de ce terme-là. On voit que ça nous touche, puisque c'est un dispositif qui facilite la transaction. Et s'il y a bien un secteur où il y a des transactions, notamment des transferts de biens, c'est bien notre secteur. Et donc, c'est très plaisant de voir que vous êtes nombreux, parce que vraisemblablement, les acteurs, et c'est un peu une des positions de Novabuild, de faire en sorte que les acteurs de la construction soient acteurs des changements et ne les subissent pas. Et plus on connaîtra ce qui est en train d'arriver, plus ce sera facile justement d'être acteur. Alors je disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient en train de s'installer, nous avons la chance d'avoir avec nous alors j'avais dit le spécialiste, tiens, modeste, un des spécialistes français de la blockchain dédié au bâtiment et à la construction. Karim Bédiar, tu es à la fois responsable recherche du CESI, recherche innovation du CESI Ouest régional et responsable national Ville du Futur du CESI. CESI qui a un stand quelques blocs un peu plus haut ici au sein de Digital Change. Et tu as signé il y a quelques semaines, quelques mois, un ouvrage aux éditions Duno avec Fabien Imbaud qui s'appelle La blockchain pour l'énergie. Je crois qu'on verra tout à l'heure la home de l'ouvrage. Comme ils ne se vendent pas bien, je fais un peu de pub, oui, en effet. Et vous avez, alors, donc, moi je l'ai sur, c'est un livre de chevet formidable et je pense que c'est une bonne ouverture pour. Donc ça veut dire, il faut toujours une concrétisation derrière sur ce type de conférence et donc vous avez la possibilité d'aller plus loin et je pense que c'est vraiment important sur un sujet comme celui-là de commencer à creuser vraiment. Donc c'est la blockchain pour l'énergie avec une baseline qui en définitive raconte un peu l'intervention d'aujourd'hui. C'est application, use case pour la ville du futur. Bon, on est toujours dans le futur, mais le futur commence aujourd'hui. Alors, merci de nous expliquer en, on va dire, une demi-heure ce qu'est la blockchain, puis après, on fera un jeu de questions-réponses. À toi la parole. L'objectif est ambitieux. Bonjour à tous. Merci d'être... Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, c'est bon. Merci. De la bouche? Ouais, comme ça. Parfait. Merci. Merci d'être là. Donc, on va essayer de vous parler un peu blockchain avec comme domaine applicatif la ville du futur. La blockchain, c'est un sujet très très large et avoir une expertise là-dedans, c'est immodeste parce que c'est un sujet transversal, ça touche à plein de domaines. C'est pas uniquement une affaire d'un codeur, c'est vraiment un sujet pluridisciplinaire par définition. C'est un sujet complexe et lorsqu'on parle d'un tel sujet, on a beau vite fait faire appel à des esprits qui travaillent beaucoup sur la complexité, comme Michel Serres ou autres. Enfin bon. Donc je m'appelle Karim Bédiar, je suis responsable de recherche et innovation, comme l'a dit Pierre-Yves tout à l'heure, à CESI. On travaille beaucoup à CESI sur les problématiques de l'impact du numérique sur la ville du futur. Le BIM, évidemment, et d'autres, le jumeau numérique également, et dernièrement la blockchain. Donc on s'y intéresse depuis seulement 2 ans. Donc CESI, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, on est comme ça là. Parfait. C'est bon là pour vous? Bon, bah, je ne bouge pas là. Donc CESI, c'est 25 campus en France. Nous en avons 3 sur la région Pays de la Loire. On est plus de 1000 salariés. On est une école d'ingénieurs, donc sur les 25 campus. Nous travaillons beaucoup sur les transitions, encore une fois, énergétiques et numériques dans le domaine de l'industrie du futur et la ville du futur. On a un laboratoire de recherche, l'ENIACT, qui est labellisé par l'État comme équipe d'accueil.
Et puis nous sommes membres de l'ISAM, ISAM dans laquelle il y a des écoles comme l'INSA, l'INSAM, entre autres. Alors, encore une fois, j'ai conscience que je ne pourrais pas tout vous dire. Par conséquent, si vous voulez aller plus loin sur les impacts du numérique sur la ville du futur et notamment, je vous invite, là vous avez une liste bibliographique et puis encore une fois, j'en profite pour vous signaler ces 4 ouvrages qui ont été écrits ces 3 dernières années qui traitent de l'impact du numérique, encore une fois, sur la ville du futur. Et le tout dernier, comme l'a dit Pierre-Yves, s'intéresse à la blockchain. Le prochain, qui est coécrit avec Bouygues Immobilier, s'intéresse au bâtiment 4.0. Voilà. Mais je vous enverrai ma présentation. Il suffit de m'envoyer un mail, je vous l'envoie sans problème, ou bien vous passez par Novabuild, ça sera avec plaisir. Je suis piégé par le micro, là, j'arrive pas à le... alors, l'industrie 4.0. Je vais aller très très vite, hein, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est important que je le dise pour positionner la blockchain. Vous avez entendu parler tous, vous connaissez les 9 ou 4 domaines qui constituent l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Les objets intelligents, la fabrication additive, le big data, etc., etc. Ces domaines-là reposent sur des technologies qui sont là, qui sont sur le marché. Mais avant que ces technos-là soient sur le marché, elles furent émergentes. Et il y a cette courbe-là de Gartner, c'est le hype cycle de Gartner, qui vous permet aux uns et aux autres, qui est intéressant aux technologies innovantes, de la regarder. Je vous conseille de la regarder tous les ans. Comme ça, vous allez voir à la fois quelles sont les nouvelles technos et puis l'évolution des technologies pour arriver au stade de la maturité. En gros, la nouvelle techno qui arrive, qui émerge, elle part de la partie gauche de la courbe et elle se balade sur différents étapes pour aller sur le plateau de la production, de la maturité. Par exemple, la réalité virtuelle, on ne la voit plus alors que l'année dernière, elle était sur la courbe parce qu'elle est arrivée à maturité sur le plan industriel. La blockchain, vous la voyez en rouge là-bas. Elle est sur le pic de la courbe, elle commence à descendre le pic. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la blockchain, elle est en plein POC, en plein preuve de concept. Donc elle n'est pas encore tout à fait sur le marché. Elle n'a pas rencontré son marché, si je puis dire. On n'est pas encore sur ce qu'on appelle le proof of value, sur la preuve de valeur. La valeur, c'est la partie commerciale. Donc ça va venir, mais ça mettra du temps. Tout ça pour vous dire que tout ce que je vais vous raconter là, c'est similaire à ce qu'on peut raconter sur toutes les technos disruptives, à savoir, il y a beaucoup de conditionnels. Je vais certainement vous vendre un peu de rêve, mais vous allez certainement rapidement vous en rendre compte. Néanmoins, le potentiel de cette techno-là, il est immense. Et ça, vous allez voir tout à l'heure quand je vais la définir, vous allez vous rendre compte rapidement que c'est une techno vraiment passe-partout qu'on peut appliquer dans tous les domaines. Construction 4.0, j'ai mis un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas osé affirmer qu'on a la construction 4.0 aujourd'hui. C'est un long sujet de discussion. J'en ai échangé avec quelqu'un de la salle il y a quelques temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un domaine, le BTP, qui est le moins digitalisé, qui est un peu en retard, hein, disons les mots. C'est un secteur où on innove moins que les autres industries. On préfère adopter l'innovation de manière différée. Bon, c'est une manière timide pour dire qu'on est un peu en retard. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise stratégie puisque ça nous permet encore une fois de benchmarker cette techno qui marche et après on les utilise chez nous de manière efficiente. Voilà. Ceci dit, on a quand même pas mal de technologies de l'industrie 4.0 qu'on applique dans le domaine de la construction. On en a parlé de quelques-unes, ne serait-ce que tout à l'heure, c'est la fabrication additive. Donc il y a pas mal de choses qui existent. Ce que je voulais pointer là, c'est parce que le thème des différentes conférences qui sont passées, c'est le BIM. Donc je vais axer un peu mon discours sur le BIM et le lien de la blockchain avec le BIM. Pour vous dire qu'on a bientôt le BIM connecté et circulaire qui va se pointer. Circulaire, c'est en lien avec l'économie circulaire.
Et là, on va avoir le vrai 4.0 parce que ce BIM-là connecté et circulaire va devoir interagir de manière collaborative avec toutes les technos de l'industrie 4.0 pour justement arriver à travailler de manière efficiente sur les différents projets de construction. La blockchain. La blockchain, c'est un peu le sujet dont tout le monde parle. Il y a pas mal d'écrits, il y a même énormément d'écrits, mais on a du mal un peu à faire, à la fois de comprendre et également de faire le tri de ce qui est juste, pas juste. Ça nous a amené avec mon collègue Fabien Hambou depuis 2 ans maintenant à se pencher sur l'écriture de cet ouvrage-là. Et ça nous a permis d'avoir en tout cas notre idée à nous, qui peut être discutable, mais en tout cas essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Alors, comment la définir, la blockchain? Je vais prendre, pour faire un peu différent, le parti historique pour vous la définir. Nous sommes en 2008-2009. C'est la grande crise financière que vous connaissez, avec la grande méfiance à l'égard des banques. Il y a une personne qui porte un pseudo qu'on ne connaît toujours pas, qui a décidé de créer une monnaie virtuelle, le Bitcoin, pour remplacer l'euro et le dollar. Donc il a décidé de faire ça avec 3 objectifs. Le premier objectif, que cette monnaie circule d'utilisateur à utilisateur. On appelle ça de peer-to-peer, pour justement échapper à la banque. Le deuxième, ça paraît assez simple, mais c'est très compliqué sur le plan techno, c'est que si j'ai un Bitcoin et que je le donne à quelqu'un, il faudrait qu'il me reste 0 Bitcoin. Quand vous êtes sur Internet, quand vous envoyez un fichier à quelqu'un ou une image à quelqu'un, vous gardez toujours une copie de ce fichier-là, de cette image-là. Quand il s'agit de sous, là c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous envoyer un Bitcoin, il me reste toujours un Bitcoin. Et le troisième objectif, c'est de se passer des intermédiaires, des banques. Alors comment elle a fait cette personne-là pour y remédier? Le premier point qui est de l'échange de peer-to-peer, ça c'est assez simple si je puis dire, parce que la techno derrière l'Internet le permet. C'est tout ce qui est téléchargement, etc. Donc ça peut se faire. Donc on télécharge bien d'un poste de quelqu'un d'autre. Le deuxième point, pour y remédier, là il a pioché dans un algorithme mathématique, une technologie qui s'appelle la DLT. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est en gros, c'est un registre ouvert, un registre numérique ouvert, dans lequel sont inscrites toutes les transactions entre les membres de réseau, classées dans des blocs, des informations transparentes, infalsifiables, donc on ne peut pas y toucher, et sécurisées parce qu'elles sont dans des blocs chaînés entre eux, algorithmiquement parlant, et donc on ne peut pas les attaquer sur le plan sécuritaire. Donc, elle a réussi à lever le deuxième point. Et le troisième point, les intermédiaires, se passer de la banque et du contrôle de la banque. Là, c'était assez simple, si je puis dire. C'est que toutes les personnes du réseau, qui détiennent d'ailleurs tous le même registre que je viens de décrire tout à l'heure, c'est eux qui valident les transactions. Ce n'est pas la banque, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui valident les transactions via ce qu'on appelle des consensus sur le plan mathématique. Donc, ils arrivent à valider une transaction, si elle est juste, pas juste, etc. Une fois qu'elle est validée, cette transaction-là, elle est gravée dans les blocs de la blockchain et elle ne bouge pas. Donc, pour résumer, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? C'est une base de données qui permet de stocker et de transmettre des transactions et des données. Une base de données qui a ces caractéristiques-là, c'est qu'elle est sans intermédiaire. Ça, c'est un point crucial dans la blockchain, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. En gros, que la chose se passe entre particuliers. Transparente, les gens du réseau blockchain voient toutes les transactions. Par contre, c'est de manière anonyme. On ne voit pas que la transaction vient de Karim. Karim, derrière lui, il y a un code, c'est comme les codes Wi-Fi, on ne devinera jamais lequel. Par contre, on voit mes transactions. Tout le monde voit ces transactions-là.
Sécurisée parce qu'elle est dans des blocs, la transaction, impossible d'y toucher, de la falsifier. Elle est gravée dans le marbre, si je puis dire. Immuable, ben, on ne peut pas la toucher après coup. Encore une fois, elle est inscrite dans le marbre. C'est ça les caractéristiques d'une blockchain. Et tout ce que j'ai décrit là, ça s'appelle une blockchain. J'espère que j'ai été assez clair, mais en tout cas, j'ai fait au mieux. Le deuxième point dont vous aurez besoin pour comprendre les use cases tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. Ça, c'est assez facile, si je puis dire. Ce sont des programmes informatiques, des algorithmes autonomes qui, une fois démarrés, exécutent automatiquement les conditions définies au préalable et inscrites dans la blockchain. En gros, c'est un contrat classique, ça peut être un contrat d'un projet de construction, mais ce contrat-là, il est numérique, et une fois que les parties prenantes sont d'accord sur le contrat, il est blockchainé et il s'exécute automatiquement, et on n'a pas besoin d'y toucher. Il s'exécute, bien entendu, en fonction de ce qu'on a mis dedans et de ce qu'on est convenu tous de mettre dedans. Donc, vous voyez bien que le smart contract, c'est quand même ce sont des atouts, des outils qui permettent d'avoir de la confiance entre des parties prenantes dans un projet. Parce que ce sont des contrats blockchainés, ça veut dire qu'ils sont transparents, sécurisés, etc., etc. Voilà sur la partie définition blockchain. Il me restait un ou deux points là-dessus pour vous dire que la blockchain, c'est du peer-to-peer, etc. Donc, il y a pas mal de gens qui la comparent à juste titre à l'Internet. Moi, ce qui m'a importé là-dedans, c'est de vous montrer que là, on montre un peu l'évolution de l'Internet et l'évolution de la blockchain. Avec Internet, les premiers use cases avec valeur économique sont arrivés au bout de 16 ans après la création d'Internet. En gros, l'Internet, c'est 90. Les premières cas d'usage avec valeur économique, c'est Facebook, entre autres, vers 2016. La blockchain, c'est beaucoup plus rapide que ça. Elle a été créée en 2008-2009. Les premiers use cases sont arrivés avec la plateforme Ethereum. On a commencé déjà à faire du business et de la valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire qu'on a un business model, on a commencé à faire du business. Donc voilà, les attentes sur la blockchain sont énormes. Et si on la compare vis-à-vis d'Internet, la chose est assez claire. Tout le monde en parle. Ça, c'est le cas de pratiquement toutes les techno disruptives. Mais c'est vrai qu'il y a un emballement médiatique incroyable sur la blockchain. En gros, c'est l'Internet du futur. C'est la machine qui crée de la confiance dans les échanges, etc., etc. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que tous les grands s'y mettent. Ils sont déjà mis, hein, mais ils s'y mettent de plus en plus. Que ce soit les banques elles-mêmes. J'étais à une réunion au MEDEF il y a 3-4 jours, BNP Paribas. Évidemment, pour elles, la blockchain, c'est un sujet majeur. Les Google, les Microsoft, Facebook, là, il y a 2 semaines, tout le monde s'intéresse à la blockchain. Et ils font ça pour que le marché ne leur échappe pas, et ils ont raison là-dessus. Quelques exemples applicatifs pour vous dire que la blockchain, je vais parler tout à l'heure du cas de la construction, mais elle est utilisée dans tous les domaines, mais vraiment tous les domaines. Par exemple, pour tout ce qui est location et covoiturage de voitures, justement, il y a une start-up qui s'appelle Lazuz qui fait pas mal fait peur à Uber, parce qu'elle est en train d'ubériser Uber, parce que là, les particuliers peuvent très bien louer entre eux les voitures, faire des courses se faire des courses mutuellement, faire du covoiturage, sans passer par une plateforme. En passant par la plateforme blockchain que vous voyez là, mais c'est une plateforme qui ne vous font pas payer, elle fait payer quelque chose d'assez symbolique, néanmoins, mais ce n'est pas la course, ce n'est pas les 30% d'Uber, ça c'est clair. On utilise la blockchain par exemple pour certifier des titres de propriété. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour transférer l'argent, Abra, elle fait beaucoup peur à West Union, entre autres.
On peut transférer via juste un téléphone, faire de transfert de l'argent en Afrique sans passer par Western Union, directement. On fait du cloud décentralisé. L'industrie musicale est également touchée par ça. Les bijoux, ça c'est une bonne nouvelle pour mesdames qui s'intéressent à la qualité et à la certification des bijoux. Il y a une blockchain, TrustChain, qui permet justement de certifier la qualité d'un diamant, parce qu'elle le trace, grâce à la blockchain, de son extraction, le bijou, jusqu'à sa vente, etc., etc. Bon, j'en viens au monde de la construction. Il y a vraiment pas mal de cas d'utilisation. Je vais commencer par les, dans l'ordre de, si je puis dire, de marché, des cas les plus répandus ou moins répandus. Je vous ai dit tout à l'heure que la blockchain, c'est une techno de stockage, transmission, certification de la donnée et des transactions de manière sécurisée, transparente, sans intermédiaire. Et donc, dans le domaine de la construction, il y a plusieurs applications. Et une des applications les plus importantes, c'est le partage des biens et des services entre citoyens. Le bien, ça peut être de l'énergie, ça peut être une voiture, ça peut être une place de parking. Tout ça, on peut se le partager entre citoyens sans passer par des intermédiaires. Je peux très bien vendre ou pas de l'électricité de mon panneau photovoltaïque à mon voisin sans passer par EDF ou Enedis ou autre. Je peux tout à fait le faire. Il faut juste, évidemment, il faudrait que le cadre légal le permette, évidemment. Entre habitants d'un seul immeuble, on peut se partager grâce au blockchain, ça existe déjà, la location d'une voiture ou de plusieurs voitures, on peut se le partager. Et on se fait payer à l'usage et grâce même à des mini-contrats d'assurance. On peut même aller jusque-là parce que la blockchain permet de tracer l'usage, le certifier et le sécuriser. Donc tout est transparent entre nous, donc on peut le faire. Et donc, dans le domaine de l'énergie, dans les écoquartiers et dans les lieux urbains, qui sont outillés de panneaux photovoltaïques et d'énergie renouvelable de manière générale, on peut se partager l'électricité qu'on produit entre nous dans le bâtiment. Grâce, encore une fois, à la blockchain, il faut avoir un certain nombre de dispositifs, mais on peut le faire. Il y a moult expérimentations dans le monde aujourd'hui là-dessus. La toute première fut à Brooklyn, aux États-Unis, en 2015, mais elle a fait beaucoup de petits après. En France, on a plusieurs cas, on a plusieurs startups qui travaillent là-dessus. Je peux en citer plein par rapport à ça. Il y a ce projet-là, par exemple, de l'écoquartier Confluence, auquel j'ai participé en termes d'études, si je puis dire, qui utilise la blockchain pour la gestion énergétique d'un élément urbain de cet écoquartier-là. Et donc cette utilisation en circuit local de la blockchain pour la gestion énergétique, en France, elle est pas mal facilitée par la loi sur l'autoconsommation qui date de 2016, l'autoconsommation collective. Donc on a plein d'exemples qui commencent à naître dans ce domaine-là. Et on a commencé dernièrement, enfin depuis 2 ans, à avoir des vrais retours d'expérience là-dessus. Le lien maintenant entre la blockchain et le BIM. On a beau annoncer que le BIM est un process collaboratif, ce qui est vrai. Néanmoins, dans le BIM, il y a mine de rien un manque de confiance entre les parties prenantes s'agissant du partage des données dans une maquette numérique. Ça, c'est indéniable. Parce que ce sont mes données à moi dans la maquette numérique et donc je n'ai pas envie que c'est ma propriété intellectuelle. Donc voilà. 2, je mets des données dans une maquette, mais je ne sais pas ce que l'autre partenaire va en faire ou pas en faire. Et 3, il y a la question simple de la qualité même de la donnée.
La blockchain contient en elle des mécanismes de certification, de traçabilité de la donnée qui permettent d'avoir des signatures numériques. Ces signatures numériques-là, on peut les utiliser comme, encore une fois, des preuves contractuelles dans la gestion entre les parties prenantes d'une maquette numérique. Là-dessus, il y a des startups qui sont développées, entre autres BeamChain. Vous avez certainement entendu parler de cette startup très, très dynamique, fondée par Arnaud Guiguen. Donc, BeamChain, son business, c'est vraiment ça, c'est de vous proposer une interface que vous allez avoir dans votre Revit ou autre logiciel avec une blockchain. J'envoie ma maquette au BIM Manager, j'appuie sur un bouton, c'est tracé dans la blockchain que j'ai envoyé telle ou telle maquette à telle ou telle date, etc., avec telle ou telle donnée. Alors, les deux exemples qui vont venir, ils sont pas beaucoup expérimentaux, mais ils sont des idées intéressantes et à mon sens, ils vont être expérimentés assez rapidement. C'est on couple la blockchain avec la maquette numérique et l'Internet des objets pour contribuer à cette économie circulaire. En gros, on trace, grâce à la blockchain, des éléments d'un bâtiment, des matériaux, etc. On peut les tracer grâce à la blockchain. Et donc, ça permet à la fin de l'ouvrage de dire, bon, bah, tel ou tel matériau, il a vécu de cette manière-là, donc il a telle ou telle performance, on peut la réutiliser ou pas. Donc ça, c'est vraiment une piste de réflexion intéressante. Et il y a des startups islandaises qui commencent à travailler là-dessus. Ça, c'est un extrait d'une étude qui a été faite par le cabinet PwC qui est sorti là, en fin 2008. Je vous la conseille, elle est très riche sur les liens BIM Blockchain. Deux autres applications, et là, ils font appel au smart contract que je vous ai défini tout à l'heure. En gros, on utilise le smart contract pour, par exemple, pour automatiser les paiements. En gros, on a notre maquette numérique avec notamment le planning. On a la blockchain qui est connectée à la maquette numérique et également au compte financier du projet. Donc ça suppose que le maître d'ouvrage et les parties prenantes sont d'accord et évidemment ils signent que ce compte-là, le compte c'est celui-ci et la maquette numérique à utiliser c'est celle-ci. Donc la blockchain et le smart contract, ils viennent en lien entre tout ce beau monde. Et puis à chaque fois qu'une tâche est réalisée, la blockchain, le smart contract fait le lien avec le compte bancaire projet, il s'assure s'il y a des fonds ou pas, et puis il rémunère celui qui a fini la tâche, conformément bien sûr au contrat de manière automatique. Donc là, pareil, on a des expérimentations qui commencent toujours cette fois-ci dans un pays nordique qui m'échappe, et l'entreprise Conska, c'est une grosse entreprise de BTP, ils commencent à faire quelques expérimentations là-dessus. Il y a également l'utilisation des smart contracts pour prévenir et pour manager les risques. Donc tout ça, ce sont des cas sur lesquels on commence à avoir des expérimentations. Oui, c'est parfait, j'ai fini. Là, vous avez une start-up américaine qui propose ça. En gros, elle propose d'utiliser la blockchain comme base de contrat de construction. En gros, le contrat va être un smart contract dans une blockchain et il s'exécutera de manière automatique, conformément à ce qu'on a mis dedans, évidemment. Ce qui permet, encore une fois, d'avoir de la transparence entre toutes les parties prenantes d'un projet de construction. Promoteur, maître d'œuvre et l'entreprise qui réalise, oui. Ouais. Alors, bon, ce que je vous ai dit marche assez bien. Néanmoins, cette blockchain, elle a pas mal de limites. Des limites technologiques, juridiques et sociétales. Alors,
D'abord, elle est très énergivore, la blockchain. Je vous ai parlé de la validation des fameux blocs. Ça consomme une énergie monumentale. Si la blockchain était un pays, il serait le 60e pays consommateur d'énergie au monde. Déjà maintenant. Déjà maintenant. Donc si ça se développait. Déjà maintenant, je parle de la blockchain Bitcoin. Parce qu'on a maintenant d'autres blockchains qui sont beaucoup moins énergivores. Je pense à la blockchain Ethereum qui consomme 5 fois moins. Mais ça reste quand même de grosses consommations. Mais c'est un grand champ de recherche de travailler sur les algorithmes de consensus pour baisser la consommation énergétique de la blockchain. Aujourd'hui, il y a un exemple qui a été donné par un directeur d'un startup qui me plaît beaucoup. Il travaille sur la blockchain dans le domaine énergétique. Il dit j'ai failli laisser tomber parce que lorsque j'utilise la blockchain pour transférer de l'énergie, elle consomme plus que l'énergie que je transfère. Donc ça ne sert à rien. Enfin bon. Manque de performance. Je vous ai parlé des transactions, hein, mais les blockchains aujourd'hui, elles ne sont pas très, très rapides. Comparons par exemple à une carte bancaire Visa qui fait 1600 1700 transactions secondes. La blockchain, elle en fait 16, peut-être 20 à la seconde. Donc c'est quand même pas grand-chose. La rigidité et il n'y a pas de recours juridique. Ça paraît un peu presque évident parce que lorsqu'on grave les choses dans une blockchain, des infos dans la blockchain, c'est bien parce que c'est immuable, on ne va pas commencer à falsifier, etc. Néanmoins, il y a le revers de la médaille, c'est que trop rigide. Il y a en France le droit à l'oubli, par exemple, pour les informations personnelles. Lorsque c'est gravé dans une blockchain, comment exercer ce droit-là? En France, c'est un vrai blocage. Il y a le droit, il y a par exemple la gouvernance de la blockchain. On a des smart contracts, mais c'est qui gouverne un smart contract? Il y a des choses qui rejoignent, encore une fois, les autres techno disruptives. Mais en tout cas, ce sont des vraies problématiques. Et juste pour info, je le disais tout à l'heure à Pierre-Yves, en France, on essaye de se ressaisir de cela. Et la Commission nationale numérique organise le 5 février prochain, on est invité à 16h30 pour réfléchir ensemble, notamment sur l'évolution du cadre juridique français pour embrasser pleinement cette techno. Après, la difficulté et l'acceptation sociétale, mais ça vous le devinez un peu, c'est le cas du BIM et autres technos. Rapidement, je suis formateur et enseignant, je ne peux pas ne pas vous dire comment on pourrait former aux technos et en particulier à la blockchain. Donc rapidement, je vais être corporate sur 2 slides bien sûr. pour vous dire ce qui se passe à CISI. Former aux technos et dans le numérique de manière générale suppose d'actionner 2 leviers. Bien sûr, la pédagogie, ça va de soi. Les cours de face-à-face pédagogique, maître à élève, c'est fini. On est sur une pédagogie par projet. En gros, ce qu'on fait en entreprise, c'est la même chose à l'école. On travaille par projet avec des accompagnateurs, pas d'enseignants, des accompagnateurs, etc., etc. Et ça passe également par des environnements d'apprentissage adéquats, par des salles adaptées, par du numérique un peu partout, etc. À CISI, on a été jusqu'à travailler sur des tables, à breveter des tables de travail pour nos élèves. Des tables pour qu'ils puissent être assis de manière correcte spatialement, un confort acoustique, etc., etc. Et ça, c'est très important pour les jeunes, et notamment les jeunes, pour se former au numérique. Le BIM, on ne le forme pas sur des salles ordinaires avec des tables ordinaires, évidemment. Des Fab Labs, on parlait de réalité augmentée tout à l'heure, réalité virtuelle. Cela, il faut bien un Fab Lab pour le tester. On ne le teste pas comme ça, on ne reste pas sur des acquis théoriques. Là, c'est un démonstrateur bâtiment du futur qu'on a de CISI à Nanterre, qu'on a monté avec des partenaires industriels et dans le cadre de notre laboratoire avec Cisco, Vinci Energy, Philips Lighting et d'autres partenaires. C'est vraiment un smart building avec les toutes dernières évolutions. Il est où, lui?
À Nanterre. À Nanterre. Nanterre. Mais prochainement, on peut le manipuler à distance grâce à des jumeaux numériques. Les Nantais, les élèves 6e Nantais, ils peuvent à distance le manipuler. Et donc, ce bâtiment du futur, on va bien sûr travailler sur des thématiques de smart building liées avec le BIM, avec la perf énergétique, avec la maintenance des bâtiments, etc. Mais on va le blockchainer aussi pour voir comment on peut tracer l'info, pour travailler ce qu'on appelle l'économie machine à machine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Lorsqu'on met du BIM, de l'intelligence artificielle avec de la blockchain, les machines peuvent faire des transactions entre elles sans intervention humaine. En gros, votre lampe, si elle a un minimum d'intelligence artificielle, si elle est blockchainée, en gros, si elle est un nœud de la blockchain, elle peut très bien, toute seule, payer EDF, vous n'aurez rien à faire. On est en train de travailler sur tout ça. Peut-être qu'elle gagne sa vie aussi pour pouvoir payer EDF, je sais pas. Pardon ? Il faut peut-être qu'elle gagne sa vie aussi. C'est une bonne question. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère que vous avez retenu un minimum. Mais en tout cas, je suis à votre dispo pour les questions. Merci. Si vous voulez bien applaudir Karim Bedia. Donc on va faire un jeu de questions-réponses, mais on aurait envie là tout de suite de se dire, mais concrètement, si je suis un opérateur de l'immobilier par exemple, et que je voudrais faire des transactions des appartements que je mets en vente, est-ce que c'est faisable aujourd'hui et quelles sont les conditions pour le faire? Ça serait pour quoi faire? Pour quel objectif? Mais, la vente de l'immeuble, la vente des appartements en lot. Ben, on peut très bien... Alors, dans le domaine immobilier, je ne réponds pas directement peut-être à ta question, mais en tout cas, dans le domaine immobilier, on se saisit pas mal de la blockchain. Aujourd'hui, les notaires, pas beaucoup en France, mais en Allemagne, on commence. En gros, toute la partie administrative, elle est automatisée grâce au smart contract. On indique bien dans son smart contract quelles sont les différentes étapes, les délais, les échéances, ce qu'il faut faire, pas faire. Et on le laisse travailler. Et donc, du coup, ça réduit... on gagne beaucoup de temps. Et ça devient moins rébarbatif de faire de l'administratif chez le notaire. Dans le domaine immobilier, on commence à se passer des grands acteurs de l'immobilier. Aujourd'hui, Airbnb, il a un peu peur parce qu'il y a des startups qui sont nées qui proposent directement la location entre particuliers sans passer par Airbnb. Donc, on ubérise Airbnb. Et donc, ça permet de... et ça, je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure dans ma présentation, ça rend les citoyens consommateurs et acteurs de leur vie et de leur ville. Parce que si on commence à travailler de manière directe, de peer-to-peer... Mais concrètement, quand on veut le faire, on est quand même obligé d'aller sur une plateforme. On ne peut pas le faire. Il faut créer une plateforme. Il faut créer une plateforme. Et ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'il faut des compétences d'informaticien et des compétences de quelqu'un dans le métier. Après, des blockchains communautaires, il doit y avoir peut-être dans le monde 3000, 4000 blockchains différentes communautaires. Il y a des blockchains pour... là, par exemple, pour le Bouygues Immobilier, pour l'écoquartier Confluence, ils vont créer leur blockchain à eux. Donc après, ils peuvent l'élargir, la mettre à disposition. Bien sûr. Ils partent quand même d'un socle qui existe, mais après, ils la particulisent eux. S'il y a des questions dans la salle par rapport à vos différents métiers et l'usage que vous pressentez peut-être de la blockchain. Je vais amener le micro. Donc, tu peux te présenter. Thibaut Gagneux, je suis responsable gestion de parc au sein de Postimo, foncière immobilière du groupe La Poste. La blockchain, on sent que c'est quand même proche et c'est loin en même temps. Moi, j'ai deux questions très génériques. Vous en avez peut-être un peu parlé, mais pour recentrer le sujet, c'est un, comment verdir la blockchain pour la rendre plus acceptable ? Et deux, c'est comment faire en sorte effectivement que
voilà, que l'immobilier puisse s'en saisir. Mais en fait, c'est plutôt la première partie de la question. C'est comment verdir ce sujet, parce que sinon on n'y ira jamais si on a des problématiques énergétiques derrière. La consommation énergétique, bon, l'exemple était parfait. Si ça consomme plus que l'objet de la transaction, ça n'a pas de sens. Alors, on s'y est amélioré depuis, si je puis dire. Si la question. Juste un petit préambule, après je réponds à votre question. Je ne vais pas vous faire de la politique, hein. Je vais essayer de répondre en présent à votre question. Simplement pour vous dire que c'est vrai que c'est contradictoire de vendre la blockchain comme outil de faire de l'autoconsommation collective et donc d'encourager, de consommer local, etc. Parce que c'est ça ce qu'ils vendent, si je puis dire, les gens qui poussent à l'utilisation de la blockchain. Mais la blockchain, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle-même, elle fait l'inverse. Et elle fait l'inverse, pourquoi ? Parce qu'on a pas réussi aujourd'hui à trouver un algorithme mathématique, donc là on est dans la recherche et développement, qui permet de manière rapide, qui consomme le moins d'énergie, de valider les fameux blocs pour que ça devienne une blockchain. Et donc du coup les efforts aujourd'hui sont beaucoup portés sur la recherche et l'innovation sur des algorithmes mathématiques. En gros il faut des maths, dans tout ce qui est théorie d'optimisation, et des codeurs, au sens informatique, qui sachent coder, décentraliser, pour que la blockchain consomme le moins possible. On y est, on avance tout doucement. J'ai lu dernièrement qu'il y a une blockchain qui s'appelle IOTA, qui permet de faire interagir les smart contracts avec les objets intelligents, qui consomme encore 3 fois moins que l'Ethereum, qui consomme elle-même 5 fois moins que le Bitcoin. Voilà. Donc on est dans un trend quand même oui. de baisse de consommation. Oui. C'est logique. Oui. Et c'était quoi votre deuxième question, pardonnez-moi ? Comment est-ce que les acteurs peuvent s'en saisir ? Mais la réponse, en fait, c'est pour qu'on consomme moins, il faut faire encore plus de... C'est pas de la low-tech, il faut encore faire plus de calculs. C'est ce que j'allais dire. On est loin de la low-tech, là. Mais ce que vous pointez là, c'est le problème de la blockchain. Pour moi, un autre problème, c'est le côté totalement non concret. Pour qu'un public s'en saisisse, on voit bien, alors que le BIM est quelque chose d'assez concret, et très rapidement, avec des retours d'expérience, on arrive à montrer, moi, je me souviens très bien quand on a commencé à Novabit de faire des retours d'expérience sur le BIM, une architecte disant que dès son premier projet, elle avait gagné de l'argent. Elle avait fait son calcul de temps, elle avait passé moins de temps. Donc on a plein de retours d'expérience comme ça. Et malgré ça, le BIM n'est pas encore imposé comme étant une pratique habituelle. Et pourtant, on a tout pour raconter ça. Alors que la blockchain, en plus, c'est assez obscur. Donc on ne voit pas très bien comment ça reste, c'est plus qu'un Graal, quoi. C'est totalement flou. Mais on se dit en même temps, si ça se trouve, ça va tout emporter sans qu'on se rende compte pourquoi c'est arrivé. Donc, alors, il y a plusieurs avis là-dessus. Je te donne le mien qui reste assez... je l'assume moi-même. Allez. Ce que tu dis là, pour moi, est valable pour toutes les technologies disruptives. C'est-à-dire que, notamment au stade très en amont par rapport à la production marché. 2, effectivement, la blockchain, lorsqu'on parle de blockchain, ou la blockchain, Bitcoin, le dark web, ou c'est un peu bizarre ce truc-là. Donc ça rajoute une couche. Et le troisième point qui fait peur, c'est que, ben oui, c'est un sujet complexe. Là, j'ai essayé d'expliquer avec les mêmes, et je suis sûr que vous avez saisi peut-être un minimum de choses, mais c'est tellement complexe, ça fait appel à de l'informatique, ça fait appel bien sûr aux compétences métiers. À des mathématiques de haut niveau. Des mathématiques de haut vol. Même les grands mathématiciens, les très connus, je pense à l'ONS Ulm, ben, ils n'arrivent pas aujourd'hui à pondre un vrai algorithme qui arrive à nous faire gagner un peu de temps de calcul pour baisser un peu cette consommation énergétique-là. Donc tout ça concourt à ce que tu dis. Mais tout ça, ce sont pour moi des problématiques qu'on va lever
sur quelques petites années, je ne peux pas te dire exactement, mais une fois qu'ils sont levés, pour moi, il y aura bien sûr toujours un travail d'accompagnement au changement, comme toutes les nouvelles technologies, mais une fois qu'il est levé, pour moi, j'y crois beaucoup. Aujourd'hui, Alibaba, que vous connaissez tous et toutes, Jack Ma, le PDG, a déclaré il y a 2-3 mois, il a dit « Moi, la blockchain, j'en veux pas. Si on n'arrive pas à trouver un algorithme vert, je ne l'utiliserai pas. » Alors que c'est quand même Alibaba, alors même que la blockchain, son utilisation la plus optimale, c'est le commerce et surtout avec Alibaba. Donc, c'est un peu antinomique aussi, Alibaba c'est chinois. C'est chinois, oui. Et donc tout ce qui est... Ils aiment plus le vertical que l'horizontal, non? Donc peut-être que c'est un peu une prise d'opposition politique, non? Alors le il généraliste, je ne sais pas. Mais en tout cas, je te parle de Jack Ma. mais Jack Ma, c'est sa conviction, c'est celle-ci. Mais tu as raison, sur la conception chinoise du business de manière générale, ça rejoint ce que tu dis. Mais Jack Ma, il fait un peu figure d'exception en la matière. Parce qu'il y a des acteurs français qui commencent à travailler sur la blockchain. Carrefour ou Auchan, ils commencent à l'utiliser tout doucement. Mais Jack Ma, il a dit non pour Alibaba. Voilà, la position des banques. Alors le groupe La Poste est aussi une banque, mais je pense qu'on ne doit pas avoir beaucoup de banquiers dans la salle. On se demande, c'est comme le BIM, on sait le jour où les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires immobiliers prescriront le BIM, les choses s'enchaîneront et tous ceux qui disent j'attendrai son retour, etc., qui chantent la chanson, ils y passeront. Il y a des nœuds comme ça, on sait quels sont les acteurs qui doivent jouer. Là, on pressent quand même que l'acteur bancaire, l'acteur de la transaction, c'est lui qui va à un moment dire j'y vais ou j'y vais pas. Aujourd'hui, quelle est la position de quelques grandes banques? Tu parlais d'Allemands. Je ne connais pas la position des différentes banques. Je connais celle de BNP Paribas. Ouais. Eux, ils sont à fond là-dedans. Ils ont même un service blockchain parce que ils ont peur que le marché leur échappe. On a eu pas mal d'exemples d'acteurs qui se sont dit « Oulala, la blockchain, c'est un truc de geek, j'y touche pas, ça ne marchera jamais », et puis ils se sont fait passer derrière par une start-up, etc. Là, il y a une blockchain que j'ai montrée tout à l'heure pour le transfert d'argent vers l'Afrique. J'ai oublié le nom de la blockchain, mais BNP Paribas, ils ont commencé à ouvrir les yeux sur la blockchain quand cette start-up a développé cette blockchain-là. Ils ont dit, oula, il y a une petite blockchain, 2 jeunes centraliens, Paris d'ailleurs. Ils ont réussi à mettre en place cette blockchain qui permet, en un clic sur un téléphone, de transférer de l'argent d'Europe en Afrique. Il suffit juste que de l'autre côté, il y ait quelqu'un qui a la même application, il reçoit l'argent et après il transfère du bitcoin ou de l'Ether ou autre vers du vrai argent. Ils se sont dit, il y a un truc, mais ils investissent beaucoup dans la blockchain. Je peux pas te dire. Voilà, ça c'est des signaux. C'est des signaux. Et en termes d'opérateurs immobiliers, donc on voit aujourd'hui dans notre secteur, c'est quand même la partie énergétique. Oui, on voit des choses émerger. Mais tout à l'heure, tu parlais du contrat des acteurs immobiliers depuis le promoteur à l'entreprise de construction qui pouvait se faire en blockchain. Moi, je n'ai pas de connaissance de contrats comme cela ayant été contractés en France. Qui il faut surveiller, qui il faut suivre pour se dire « Ah, si lui, il bouge… Alors, sur l'utilisation des smart contracts de la blockchain pour la contractualisation dans la construction, et une entreprise à surveiller, c'est Skanska. Skanska, c'est Bouygues des pays nordiques. Oui. Elle travaille beaucoup sur ça. Et elle est très présente aux États-Unis. Je crois bien, oui. Ouais. En tout cas, moi, je connais la partie… le stade de New York, c'est elle qui l'a livré. C'est un gros groupe, voilà. Bouygues, voire plus. Donc, ils travaillent beaucoup sur ça. Et ils veulent justement, à la fois, grâce à la blockchain, grâce aux objets intelligents, enfin, ce qui est IoT, l'Internet des objets, équiper un chantier, une grue avec un objet intelligent qui envoie des signaux dans une blockchain qui va réagir automatiquement. Il y a Skanska, il y a un laboratoire nordique dont je ne me rappelle pas, ils travaillent beaucoup là-dessus. Sur la contractualisation dans la construction, c'est Skanska qu'il faut surveiller pour moi. C'est ça, ouais. D'accord. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemples. Alors, après, il y a pas mal de documentation. Tu disais aujourd'hui beaucoup de revues, mais on est un peu perdu parce que c'est vrai que quand des revues grand public commencent à faire des articles dessus, on est plus noyé qu'orienté.
dans les revues numériques. Est-ce que toi, tu as des revues que tu regardes plus précisément pour voir comment ça évolue et qui seraient utiles? Je regarde les revues des geeks en fait. Alors je ne suis pas du tout informaticien. Alors c'est quoi les revues des geeks? C'est 01, c'est... Oui, c'est ça, c'est 01, c'est Geek News, c'est une revue américaine. Après, là, je fais encore un peu de pub, mais il y aura un article là au mois de mars dans les cahiers techniques du Moniteur, une cinquantaine de pages avec des collègues de Bouygues Immobilier. À la fois, on essaye d'expliquer simplement ces choses-là, et puis on fait un focus sur l'écoquartier Confluence et sur l'utilisation du BIM dans cet écoquartier-là et de la blockchain. Donc, c'est les cahiers techniques du Moniteur qui vont sortir au mois de février, début mars. Il y a le livre, mais il y a pas mal de littérature anglaise. Les pays à surveiller là-dessus, c'est bien sûr les Américains. Il y a beaucoup les Islandais qui travaillent là-dessus. Il y a la Corée, la bonne Corée qui travaille là-dessus. Je ne sais pas c'est laquelle, c'est la Corée du Nord. Ça ne peut pas être la Corée du Nord, non. On est d'accord, 18. On est d'accord. La bonne Corée. Hein. Ce serait très surprenant. Voilà. Donc, ils travaillent beaucoup sur la blockchain et parfois sur les liens avec la construction. Il nous reste que quelques secondes. Si vous voulez encore éclaircir quelques points sur la blockchain, posez toutes les questions que vous avez en tête. Alors, madame, on va vous donner le micro parce que ce sera plus simple. Ça existe une blockchain publique ou privée, comment on peut dire? Et si vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Leïla Malagouane de Société LMC Diagnostic. Enfin, je suis géomètre de métier. Alors, est-ce que les pouvoirs publics et des collectivités utilisent la blockchain? Est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui? Et pour ceux qui travailleraient dessus, qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus que les privés pour y aller? En termes de sécurisation, j'imagine qu'ils ont besoin d'une couche supplémentaire, non? Alors, on peut comprendre la question de deux manières. Il y a la tienne, mais une autre manière de comprendre la question. Ça fait deux questions. Alors, Madame Al-Souri, je pense que c'est... Les blockchains, il y a des blockchains ouvertes au public. Il y a des blockchains privées. Je comprends votre question. Et il y a des blockchains entre les deux, ça s'appelle des blockchains permissionnées. Voilà, c'est un compromis entre les deux. Chaque blockchain a ses avantages et ses inconvénients. Je prends la publique, elle est très sécurisée. Il n'y a rien à faire parce qu'en fait, il y a tellement d'utilisateurs. Chaque utilisateur a le fameux registre. Donc, si quelqu'un attaque un registre, il y en a tellement de registres qu'il peut y aller sans problème. On a du mal à y croire quand même à ça, parce qu'on voit bien aujourd'hui tout ce qui est numérique. Il y a un moment ou un autre, Wikileaks qui diffuse, etc. On se dit, c'est tellement simple de diffuser un listing que pourquoi est-ce que là, ils arrivent à sécuriser alors que... Je reviens après. Donc, vous avez la blockchain privée. Donc là, elle est beaucoup moins sécurisée. En revanche, elle a d'autres avantages et permissionnée, c'est entre les deux. Après, par rapport à la question de Pierre-Yves, oui, le service, les autorités publiques, ça leur arrive de développer des blockchains. On a le pays le plus avancé dans la blockchain au monde, c'est l'Estonie. Il y a un historique à ça. Et toute l'administration, 90% de l'administration de l'Estonie aujourd'hui est gérée par la blockchain. Ensuite, il y a... On paye ses impôts en blockchain? Pardon? On paye ses impôts par l'intermédiaire de la blockchain? Tout est fait par blockchain. D'accord. Après, il y a un accompagnement, je ne vous raconte pas. Nous, déjà, on se bat ici, chez nous, pour payer les impôts sur Internet. Enfin bon. Déjà, oui. J'aime pas l'autoflagellation. C'est dans quelques jours, ouais. Premier versement, là. J'aime pas trop l'autoflagellation, mais c'est un peu ça. Après, il y a les collègues anglais, l'État anglais, qui va investir beaucoup d'argent et que ça commence sur, justement, comment utiliser la blockchain dans l'optimisation des méandres administratifs publics, etc. En France, encore une fois, je le regrette, on n'a pas grand-chose. J'espère qu'on va investir, après le travail qui va être fait là, un peu sur la blockchain. Les États-Unis viennent de mettre sur la table $1 milliard sur la blockchain. Là, tu parles de la fédération, l'État fédéral. L'État fédéral, oui. Il $1 a mis milliard. $1 milliard sur la table pour investir dans la blockchain. Ça ressemble à ce qu'a fait Clinton il y a quelques années sur les plateformes numériques, etc., sur Internet. Je fais une parenthèse, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais il paraît qu'il y a un grand débat national là, en ce moment
et que c'est ouvert à tous. Si on a envie de dire, il faudra peut-être que l'État commence à investir un peu de sous là-dessus, grand bien vous fasse. Si vous le sentez, Alors, tu peux peut-être faire une contribution, Karim. Oui, alors, à votre dispo, je suis invité. Bah oui, c'est le moment. Je suis invité par le député qui porte ça à l'échelle nationale, qui s'appelle Jean-Michel Miss. Faut pas que je me trompe. C'est pas Jean-Pierre, Jean-Michel. Donc, je vais le rencontrer le 5 février. Il a besoin de retour de terrain, de recherche, de formation, tout ce que vous voulez, pour alimenter. C'est lui qui porte ça au sein de la Commission nationale du numérique. Donc, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses à remonter, je peux en faire, je peux faire le lien avec plaisir. Alors, on va faire la dernière question que j'ai posée tout à l'heure et qui troublait un peu sur la sécurisation. Ça paraît quand même, on a quand même des doutes. C'est-à-dire que n'importe quelle consultation d'un site, un jour, on se dit, tiens, on va avoir un Wikileaks qui va publier le fait qu'on a été passé 3 minutes à acheter sur un site de bricolage et tout le monde saura que j'ai acheté un marteau en ligne. En fait, on sait bien que rien n'est complètement privé sur Internet. À partir du moment où on y va, on va se balader, tout devient publiable d'une façon ou d'une autre. Et puis là, on nous dit, non, mais nous, c'est hyper sécurisé. Alors soit on se dit, sur Internet, ils sont vraiment trop nuls parce qu'ils n'ont pas réussi à sécuriser le truc et n'importe qui peut publier, ou alors c'est à l'inverse, c'est ceux qui nous racontent que la blockchain c'est hyper sécurisé, ils nous racontent des cracks. Alors, c'est un peu provocateur, excuse-moi. Non, mais tu as raison. Il n'y a rien de sécurisé à 100%, ça va de soi. Et puis la blockchain, c'est pas Internet, c'est pas la même chose. Hein, c'est pour ça que j'ai pris le temps de la définir tout à l'heure. La blockchain, c'est des infos, encore une fois, qu'on met dans des blocs, donc on crypte une première fois, qu'on recrypte une fois qu'ils sont validés dans les différents blocs. Les différents blocs, on les enchaîne algorithmiquement entre eux. Donc il y a plusieurs clés de cryptage. Ceci dit, on n'est jamais, encore une fois, sûr à 100% parce qu'il y a eu des cas de piratage. Dans les premières versions de la blockchain Bitcoin, ça a été piraté. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Je n'ai pas entendu parler parce que sinon c'est tout le système qui s'effondre. Parce que la blockchain est bâtie sur ça. Sur cette sécurité. Oui. Sur l'aspect sécuritaire. Et qu'il y a des revers d'ailleurs, parce que lorsque dans une blockchain privée, je donne des infos personnelles, d'accord ? C'est bien, c'est génial, ils sont dans la blockchain, personne n'y touche. C'est immuable, c'est plus que gravé dans le marbre. Imaginons qu'au moins 10 ans après, je voudrais qu'on efface mes infos. Aujourd'hui, il n'y a rien qui garantit ça. C'est quand tu disais gravé dans le marbre, en fait, c'est encore plus que dans le marbre. Quoi. Plus que dans le marbre. Mais c'est immuable, ça ne bouge pas. Aujourd'hui, on ne sait pas faire marche arrière. Et donc, le droit à l'oubli qui est garanti par notre Constitution, on ne sait pas l'exercer, là, en l'occurrence. Donc ça, c'est un des verrous juridiques qu'on doit lever. La partie sécuritaire, je suis un peu optimiste, mais on n'est jamais sûr à 100%. Par contre, c'est le revers de la médaille qui m'inquiète. C'est tellement sécurisé que je ne peux même pas effacer mes infos. Quoi. Il y a ça, et puis il y a l'aspect peut-être aussi, c'est le bon moyen pour des groupes illégaux d'utiliser ces moyens-là pour faire transférer de l'argent de la Colombie vers... Peut-être. Ça, c'était encore une fois dans le... Ça, c'était les premières années du Bitcoin, lorsqu'on l'a utilisé pour des fins, pour acheter en dark web de la drogue et faire du marchandage de la drogue. Oui, effectivement, il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là, en effet.